Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour l'épisode d'IA et défis numéro 13. 13, ça passe vraiment très très vite, hein. On commence vraiment à monter un peu dans les épisodes, c'est très cool. D'ailleurs encore merci pour tous les messages que j'ai reçus de votre part, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Apple Podcast. Ça fait plaisir, ça fait du bien et ça encourage, sachant que tout ça est bénévole et que c'est juste une passion. Donc c'est un réel plaisir de partager tout ça avec vous. Je tenais à vous remercier vraiment de tout ça. D'ailleurs, grosse nouvelle, à partir du 23 mai, je vais commencer à recevoir des invités et on commencera à recevoir la première invitée qui est Asma Mtir, donc qui est une jeune femme brillante et aussi fan d'intelligence artificielle, qui organise justement des événements incroyables autour de ce domaine. Donc une femme brillante et j'ai vraiment hâte de commencer les invités. Donc du coup l'émission se déroulera en 3 parties. Il y aura forcément les actus, l'invité et comme d'habitude vous êtes quand même un peu les stars de l'émission. En 3e, c'est vous qui viendrez poser vos questions directement à l'invité et à moi-même. Du coup on sera 2 pour pouvoir vous répondre. De mon côté, petite news aussi, sachez que la formation master, donc c'est créer une formation depuis plus de 2 mois que je travaille dessus, qui est une énorme formation en ligne qui va comporter à peu près une 40aine de vidéos, donc ça demande un peu de travail. Je travaille un peu jour et nuit en ce moment, mais voilà, c'est une formation qui sera un peu unique, c'est-à-dire que je vais vendre une seule formation et elle va regrouper les outils principaux comme Midjourney, comme ChatGPT bien évidemment. Et une fois que vous aurez acheté cette formation, vous aurez accès à vie et elle sera mise à jour en continu. C'est-à-dire que au début je voulais faire plusieurs formations sur plusieurs logiciels, etc. Non, je me suis décidé à faire une seule et unique formation qui sera en continu, mis à jour, forcément sachant que ça va très vite. Allez, sans plus attendre, on passe à la semaine des actus sur l'intelligence artificielle. Vous allez voir, il y a des belles news et elles sont plutôt nombreuses. On commence avec la première, formée aux intelligences artificielles. Des profs utilisent déjà ChatGPT en classe. Donc l'article traite de l'adoption de ChatGPT et des intelligences artificielles dans le système éducatif français. L'éducation nationale forme ses enseignants aux IA et pour enrichir leurs cours et développer les esprits critiques des élèves. Le réseau Canopé, opérateur de formation des enseignants, organise des séminaires et ateliers sur l'intelligence artificielle. Les usages de ChatGPT sont variés: rédaction des dictées, génération des champs lexicaux, élaboration de QCM, résumé des textes complexes et adaptation des niveaux de langage. Les intelligences artificielles sont également utilisées pour générer des images, des plans, des objets virtuels pour certains cours. L'objectif est d'apprendre aux élèves à reconnaître les productions des IA et de les former à utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable. La fracture numérique entre ceux qui utilisent l'IA et ceux qui ne vont pas l'utiliser est un enjeu majeur et c'est forcément à considérer. Bravo l'éducation nationale. C'est vrai que souvent je suis très critique envers l'État au retard qu'ils prennent en tout cas sur l'intelligence artificielle. Et là j'applaudis un peu parce que pour une fois, ils sont en avance. On va dire qu'ils prennent les choses en main et qu'ils commencent à former les enseignants. Alors faut voir quel type de formation ils proposent, mais c'est déjà, voilà, on peut féliciter déjà l'action qui est quand même plutôt rapide parce que l'IA, on va dire que c'est à peu près 6 mois que c'est devenu grand public. Ils ont compris que c'est un enjeu majeur pour notre future génération, c'est même l'enjeu principal de notre future génération parce que ça va être partout dans leur vie, hein. C'est déjà partout dans leur vie aujourd'hui alors que ça vient d'apparaître entre guillemets. Imaginez dans 1 an, dans 2 ans, je vous parle même pas de 10 ans parce que là c'est inimaginable. Donc bravo aux enseignants, bravo à l'éducation nationale pour ce petit coup de formation sur les profs. Allez-y les gars, foncez, et puis si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, je serai là aussi. ChatGPT est de retour en Italie. Donc l'autorité italienne de protection des données a autorisé donc ChatGPT à reprendre ses activités en Italie après la mise en place de certaines mesures exigées en matière de protection des données. OpenAI a répondu aux exigences en vérifiant l'âge des utilisateurs, en améliorant la transparence et en offrant des droits aux utilisateurs et non-utilisateurs. C'est ça qui m'a fait un peu bugger. Les non-utilisateurs, je vois pas comment, sachant que chaque utilisateur sur OpenAI doit avoir un numéro de téléphone. Bref. Malgré ces avancées, l'autorité italienne continue d'enquêter sur la conformité d'OpenAI au RGPD, bien évidemment. Voilà, l'interdiction temporaire de ChatGPT en Italie était la première tentative de régulation d'un outil d'intelligence artificielle génératif dans le monde occidental. C'est bien, c'est encore une fois, c'est vrai qu'on en avait quand même pas mal parlé de cette interdiction de l'Italie de ChatGPT. OpenAI, alors qu'ils n'étaient pas forcément obligés de faire quoi que ce soit, l'Italie n'est pas un gros marché porteur pour eux, loin de là, ils ont fait l'effort quand même, donc ça on peut le reconnaître quand même qu'ils sont assez rapides, ils ont un peu répondu aux exigences de l'Italie pour pouvoir débloquer l'outil là-bas, et c'est une très bonne nouvelle pour la future génération. Pareil, encore une fois, priver les futures générations de cet outil, c'est catastrophique, donc c'est bien, ça n'a pas duré trop longtemps.
Ça a duré un petit mois et demi, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Les RGPD, c'est important, effectivement, on en avait parlé aussi, la protection des données, bien sûr que c'est crucial, mais c'est pas au nom de la RGPD, on peut pas tout interdire directement comme ça, sans prendre de recul. C'est dommage, ça fait prendre du retard, et on a vu que ça avait déjà des impacts négatifs, en tout cas sur l'Italie. Donc c'est une bonne chose, bien joué à eux, et j'espère que l'Italie ne va pas refaire ce genre de bêtises. Le chanteur Drake a un nouveau rival, une IA qui clone sa voix. Donc les progrès récents de l'intelligence artificielle permettent de reproduire la voix et les intonations d'artistes célèbres pour créer des reprises inédites. Une vidéo postée sur TikTok par Jared Chavez, magnifique accent américain, qui utilisait des signatures vocales de stars comme Drake, Kendrick Lamar, Kanye West, et a atteint rapidement 10 millions de vues et suscité un débat sur la légalité de ses productions. Juristes interrogés par The Verge estiment que l'utilisation de l'IA pourrait créer un rendu unique avec un plagiat d'une œuvre existante, enfin à partir d'une œuvre existante. Et il est possible que les artistes puissent revendiquer des royalties et des productions sur les productions réalisées avec l'IA. Voilà, c'est pareil, pourquoi réclamer des royalties, pourquoi pas juste interdire en fait, à partir du moment où c'est une production de Drake, de Kendrick Lamar ou de Kanye West, pourquoi pas juste interdire le son, enfin on sait que c'est pas l'artiste qui l'a créé, il sait très bien qu'il l'a pas chanté, il sait très bien que la maison de disques est très bien aussi, dans ce cas-là, juste interdire d'utiliser la voix d'une autre personne en fait, ça devrait être la base, que ce soit la voix d'un artiste ou que ce soit la voix d'une personne, que ce soit de vous ou moi, hein, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a des arnaques qui sont créées justement en copiant les voix de certaines personnes qui utilisent TikTok ou les réseaux sociaux, souvent les jeunes, pour faire peur aux parents ou pour réclamer des rançons ou autres. On a déjà vu ça aux États-Unis, donc méfiez-vous, mine de rien, ça va très très vite. Et je pense que c'est ça qui est important surtout, c'est de limiter les accès à tout ça. Vérification d'âge, Tinder, Facebook, Dating et Instagram, le contrôle facial se répand en France. La vérification de l'âge et de l'identité par selfie vidéo gagne du terrain en France avec des plateformes telles que Meta et Tinder qui adoptent des fonctionnalités d'analyse vidéo du visage. Sur Instagram, la reconnaissance faciale est utilisée pour vérifier l'âge des utilisateurs tandis que Tinder a lancé le selfie vidéo pour certifier les comptes. Meta a développé donc une fonctionnalité en partenariat avec Yoti, une société spécialisée dans les solutions de vérification pour l'âge. Et ça permet justement d'estimer par rapport aux traits, etc. Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne, comment l'IA détecte tout ça, mais c'est assez impressionnant et c'est assez bluffant et ça marche plutôt pas mal en termes d'âge. Je crois qu'il y a une erreur de 1 à 2 années, donc ce qui est très faible. Donc c'est fou. Et bien que ces nouvelles fonctionnalités abordent les problèmes de protection des mineurs, elles soulèvent également les inquiétudes concernant la sécurité des données des utilisateurs. Bon après c'est vrai qu'on en revient toujours à la sécurité des données, etc. Mais j'ai envie de vous dire, à partir du moment où on utilise Facebook, qu'on utilise Google, qu'on a un iPhone, qu'on a des Google Home, etc. Enfin, vraiment, c'est vraiment ça qui vous inquiète en termes de sécurité, j'ai envie de dire. C'est vraiment le fait que vous preniez votre photo ou votre visage en vidéo, ça c'est inquiétant pour les utilisateurs. Je comprends pas trop justement. Parce que pour être dans la tech depuis des années et des années, sachez que si vraiment la sécurité des données était une priorité de l'utilisateur, ça fait longtemps qu'il serait inquiet et pas par rapport à l'IA, hein, par rapport à ce que déjà tout ce que vous avez dans vos mains, hein, les téléphones c'est des mouchards hein, aujourd'hui, et vos données sont déjà récoltées par milliards en fait, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter par rapport à l'IA. Je trouve ça un peu ridicule. Par contre la technologie de selfie vidéo c'est incroyable et c'est exceptionnel parce que ça permet de contrer justement l'intelligence artificielle, parce qu'il y avait déjà beaucoup de comptes fake sur Tinder, sur Facebook Dating, etc. qui étaient utilisés pour avoir des... je vais pas vous expliquer pourquoi c'était utilisé, mais pour des choses pas très correctes. Et le fait de vérifier une personne grâce à une vidéo, je pense que c'est pour l'instant en tout cas assez fiable. On verra par la suite, mais pour le moment ça reste assez fiable. Après avoir affirmé que l'IA avait une âme, l'ex-ingénieur de Google s'exprime à nouveau. Donc Blake Lemoine, encore lui, ingénieur précédemment donc licencié par Google, pour avoir affirmé que l'IA LAMBA avait une conscience et une sensibilité, a récemment évoqué l'éthique de l'intelligence artificielle et de l'avenir de l'IA avec le médiafuturisme. Selon Lemoine, la technologie IA est bien plus avancée que ce qui est actuellement révélé au public. Les entreprises prennent du temps pour consulter leur avocat, vérifier les relations publiques, pousser la création d'une législation favorable avant de publier ces technologies. Il a également souligné les dangers potentiels de l'IA, notamment en citant le cas d'un homme en Belgique qui s'est suicidé pour avoir conversé avec une IA. Lemoine estime qu'il est essentiel de créer cet espace dédié pour coexister avec l'intelligence artificielle en les considérant comme des entités intelligentes et sensibles, tout en gardant à l'esprit les dangers potentiels qu'elles peuvent
représentés. Là pour du bullshit, on a un sacré quand même de bullshit là quand même. C'est-à-dire, il parle de LAMBA, donc qui est une technologie de chez Google. Bref, c'est l'intelligence artificielle développée par Google. Il dit qu'elle a une sensibilité, qu'elle a quasiment une IA générale entre guillemets. C'est une IA qui pense comme un être humain, qui réfléchit comme un être humain, etc. Sortez-vous ça de la tête, on n'est pas dans un film de science-fiction, on n'est pas avec Schwarzenegger, ça n'existe pas en fait l'IA générale, on en est encore très très loin, et de là à dire qu'elle a des sentiments, et enfin bref, qu'elle est limite à fleur de peau, etc., et qu'il faut y faire attention, non, on est très loin, et fort heureusement, je pense que là il faudra peut-être déconnecter la machine quand on arrivera à ce moment-là. Donc voilà, sachez que pas de panique, c'est pas encore le cas. Ce qui me gonfle un petit peu, c'est qu'on prend beaucoup le cas de cet homme en Belgique justement qui s'est suicidé pour avoir conversé avec avoir tenu une conversation avec une IA pendant plusieurs semaines. C'est tragique, mais il faut pas oublier que c'est pas l'intelligence artificielle qui est responsable de ça. C'est juste la personne qui avait un problème et cette personne aurait dû être aidée. C'était ça le plus important à retenir. Plutôt que dire que l'intelligence artificielle limite aurait tué cette personne. Ce qui s'est passé en gros, c'est juste que l'éditeur a débranché son intelligence artificielle et que cette personne-là s'est sentie tout de suite très seule. Et ça, c'est un autre problème. C'est un problème sociétal plus qu'un problème d'intelligence artificielle. Voilà. Maintenant que c'est mis au point, on passe à l'actu suivante. Geoffrey Hinton donc quitte Google Brain et alerte sur les dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Donc Geoffrey Hinton, pionnier de l'IA et du deep learning, a récemment quitté Google Brain pour prendre sa retraite et parler librement des dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Il regrette même le rôle qu'il a joué dans la conception de l'IA, tout en reconnaissant que, forcément, que si c'était pas lui qui l'avait fait, ça serait forcément une autre personne. Hinton a obtenu son doctorat d'intelligence artificielle en 1978 et a proposé le deep learning en 2006, qui est une vraie révolution le deep learning pour ceux qui s'y connaissent. Mine de rien, ce monsieur, on lui doit quand même beaucoup. Dans une récente interview, Hinton a exprimé ses inquiétudes concernant les dangers de l'IA, notamment la création de fausses informations et la disparition de certains métiers en raison de l'utilisation de chatbots comme ChatGPT. Il s'inquiète également de l'impact des nouvelles technologies sur l'humanité, notamment si elles tombent de mauvaises mains et conduisent au développement d'armes totalement autonomes. Que faire à part le rejoindre forcément là-dessus? Concernant les métiers qui vont disparaître à cause de l'IA, effectivement, il va en avoir quelques-uns. Vous inquiétez pas, c'est pareil, oubliez tout de suite, c'est pas 90% des métiers qui vont disparaître à cause de l'IA. Parce que j'ai un argument qui est plutôt imparable, que vous pouvez ressortir vous, peut-être en soirée avec vos amis, etc., quand on parle d'IA. On est dans un monde capitaliste. Si demain, vous perdez votre métier, si demain vos amis perdent leur métier, qui se retrouvent au chômage, qui se retrouvent sans argent, ce sont des consommateurs qui ne peuvent plus consommer. Comment, du coup, vivre et comment évoluer dans un monde qui est capitaliste sans consommateur? Juste, à partir de ces informations-là, vous doutez bien que même si l'IA peut remplacer votre métier, elle va pas le faire, parce qu'on a des États qui vont prendre ça en compte, qui vont mettre des holà, qui vont mettre des barrières, il va y avoir des lois qui vont apparaître, et vous vous doutez bien que ce système capitaliste, on y est extrêmement attaché, et c'est pas demain qu'il va disparaître. Donc même pour les puissants et les riches de ce monde, justement, qui développent l'intelligence artificielle, ce n'est pas une bonne affaire que les personnes perdent leur travail. C'est là où je veux faire prendre conscience aussi aux gens. Pas de psychose à avoir à partir du moment où on sait très bien qu'on a besoin de travailler, on a besoin de gagner de l'argent pour consommer. Il y a un autre système que moi j'aimerais beaucoup, c'est que l'IA travaille à notre place et qu'on ait tous un salaire équivalent. Un salaire, un peu à la communisme, mais qu'on ait tous le même salaire et qu'on puisse tous consommer de façon équitable, etc. J'en rêve. De là à dire que ça va exister, j'y crois très peu. Je suis plus parti sur la première hypothèse où nos chers dirigeants vont tout faire pour mettre des lois en place et protéger justement nos jobs et puis continuer à gagner de l'argent et ainsi de suite et faire fonctionner le monde capitaliste dans lequel on vit. Allez, on passe à la news suivante. Grève des scénaristes Hollywood qui est paralysée une nouvelle fois. Donc la Writer Guild of America, la WGA, ça c'est classe quand même comme nom. Le syndicat des scénaristes d'Hollywood a lancé une grève qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'industrie cinématographique. Les scénaristes demandent donc une révalorisation de leur salaire en fonction du succès des productions auxquelles ils ont participé, surtout à l'ère des plateformes de streaming. La WGA dénonce des salaires stagnants alors que l'inflation continue d'augmenter. Donc vous vous doutez bien que, j'ai noté aussi que la grève forcément allait avoir un impact sur toutes vos séries préférées et films à venir. C'est logique, ça va forcément avoir un impact important. Mais voilà, on s'en fout.
L'intelligence artificielle est également abordée dans le contexte de cette grève. La WGA souhaite définir un cadre légal pour éviter la suppression d'emplois et protéger la propriété intellectuelle des scénaristes face à l'émergence de technologies telles que ChatGPT. Les scénaristes souhaitent également être autorisés à utiliser ces outils sans diminution de leur salaire. Alors ça c'est assez drôle, c'est pour ça que je l'ai noté aussi, c'est-à-dire qu'ils sont contre l'intelligence artificielle, on écoute bien quand même, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre un cadre légal, bref, pour protéger contre la suppression des emplois, mais par contre, si on peut quand même les laisser utiliser ChatGPT, c'est quand même plutôt cool. C'est le même principe que les artistes quand on parlait de Midjourney la semaine dernière, hein, les artistes qui ont besoin peut-être des outils comme Midjourney pour trouver de l'inspiration et autres. Aujourd'hui c'est pareil avec les scénaristes. Ils peuvent utiliser bien évidemment ChatGPT pour les aider. Le problème c'est que j'ai un peu peur que certains scénaristes ils trouvent une facilité. Clairement aujourd'hui moi avec les connaissances que j'ai, je pourrais écrire un scénario de film, hein, ça serait pas compliqué. Je n'ai pas dit que ce serait non plus intéressant, mais je pourrais créer clairement un scénario de film avec juste ChatGPT, j'ai pas besoin d'autres outils que ça. Et j'ai un peu peur que justement ils prennent ces raccourcis là et se disent de toute façon personne ne le saura, personne ne sera au courant que c'est ChatGPT qui a été utilisé. Après attention, la qualité du scénario doit être toujours présente je suppose pour créer des films. Après je suis pas expert mais j'imagine. Allez, gare aux programmes malveillants qui se font passer pour de l'intelligence artificielle. Alors Meta, qui représente donc Facebook, Instagram et WhatsApp, met en garde contre des hackers qui profitent de la popularité de l'intelligence artificielle générative pour promouvoir des programmes malveillants. Alors, prétendant contenir des outils d'intelligence artificielle pour piéger les utilisateurs. Depuis mars, des analystes de Meta ont identifié 10 groupes de logiciels malveillants se faisant passer pour ChatGPT et d'autres interfaces similaires dans le but de compromettre des comptes en ligne. Faites attention les amis, effectivement je vais pas aller plus loin dans la news, mais après c'est juste pour dire que Meta a mis beaucoup de moyens justement dans les sécurités à ce niveau-là. Mais je vois beaucoup de personnes qui viennent me demander tiens j'ai téléchargé ChatGPT sur iOS etc, c'est super cool, tu connaissais leur application mobile et tout ça. Alors non, parce qu'ils n'ont pas d'application mobile aujourd'hui. Et méfiez-vous de ça, c'est-à-dire que même les applications, les sites, vous en avez des milliers et des milliers qui apparaissent chaque semaine contenant de l'intelligence artificielle. Ils sont tous très loin d'être bienveillants et tous très loin de détenir une technologie révolutionnaire. Basez-vous quand même sur des personnes que vous connaissez. Alors c'est tant mieux, vous me connaissez moi, c'est bien. Je pourrais vous indiquer justement des sites à utiliser qui sont safe et d'autres je vous les indiquerai même pas parce qu'ils sont pas safe du tout. Mais attendez que des personnes qui utilisent l'intelligence artificielle comme métier tous les jours vous mettent d'abord, vous pouvez y aller ou faites attention, il y a peut-être des dangers de phishing ou autre, sachant que c'est impressionnant le nombre de comptes qui ont été volés à cause de ces faux sites contenant de l'intelligence artificielle. Donc méfiez-vous quand même. Et puis restez sur vos gardes. Encore une fois, hein, ChatGPT, Midjourney, DALL-E, c'est 90% d'utilisation de l'intelligence artificielle. N'allez pas sur d'autres sites bizarres. Bon après il y en a peut-être une petite dizaine, une quinzaine qui sont très bien sur l'intelligence artificielle. Mais voilà, si vous voulez, je vous ferai peut-être une liste bientôt de tout ça pour éviter de vous enfoncer dans le dark web de l'intelligence artificielle. Alors, cette intelligence artificielle va-t-elle enterrer le métier de traducteur ? Donc une start-up suisse, Interprefy, a développé une technologie de traduction vocale en temps réel basée sur l'intelligence artificielle appelée Aivia. Donc cette technologie vise à démocratiser l'accès aux services de traduction simultanée lors d'événements de réunions en ligne. Donc Aivia repose sur 3 technologies, la reconnaissance automatique de la parole, la traduction automatique et la génération de voix de synthèse. Alors pas de panique, Aivia sera initialement disponible en 24 langues et accents régionaux et pourra être utilisé lors d'événements en présentiel ou sur des plateformes telles que Teams, Zoom ou ON24. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros ça veut dire que demain on pourra faire justement des réunions avec des gens qui sont un peu partout dans le monde, en anglais, en hindi, enfin bref, n'importe quelle langue. Et c'est-à-dire que notre interlocuteur va nous répondre dans notre langue maternelle, ce qui est assez fou. Tout ça traité par une IA en temps réel. Ça, pour le coup, moi je trouve ça brillant. Mais attention, j'ai bien précisé, bon après il y a encore du travail, et les traducteurs professionnels demeurent essentiels pour saisir donc les subtilités de contexte, de ton et de l'humour et des expressions idiomatiques, et aussi pour gérer donc les contenus sensibles, c'est-à-dire qu'on va pas donner à une IA la traduction d'une réunion par exemple à l'Union Européenne, ou d'une réunion entre notre président et le président américain ou le président russe. Vous vous doutez bien qu'on va pas laisser une IA gérer ça. Une erreur de traduction, mais on sait très bien que ça pourrait être tragique. Donc pour l'instant, vous inquiétez pas, les traducteurs professionnels ont encore un bel avenir devant eux, quoique c'est pareil. Il va falloir évoluer et peut-être se spécialiser justement
certaines traductions. Donc voilà, c'est ce que je disais, donc c'est un peu mieux adapté à des situations où la nuance est rare et les risques sont faibles, offrant ainsi une alternative qui est plus probable et pratique. Donc il faut savoir que pour l'instant, Interprefy a traduit plus de 50 000 réunions, et donc AIVIA donc, cherche à élargir cette base de clients en traduisant la parole en audio et sous-titres en temps réel. Ce qui est fou, quand même. Vraiment, moi ça me rend fou. Justement, donc AIVIA, je vous laisse faire vos recherches si vous êtes en entreprise ou si chef d'entreprise vous cherchez à traduire des réunions. C'est un bel outil à tester. Je serais curieux d'avoir des retours d'ailleurs si vous avez pu le tester. Moi, je fais pas beaucoup de réunions avec des langues justement étrangères, donc je serais curieux vraiment. Allez, et on finit avec deux good news. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que je vais faire maintenant. Ça va être un peu la tradition de l'émission. On va finir quand même sur des news positifs parce que l'IA, mine de rien, c'est beaucoup de gens qui ont peur, beaucoup de gens qui s'interrogent, etc. Donc ça, c'est pas négatif, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus joyeux. Allez, des chercheurs parviennent à lire dans les pensées grâce à l'IA. Vous avez bien entendu le titre, je vais vous lire tout ça. Une nouvelle étude montre qu'un décodeur de langage basé sur l'imagerie donc cérébrale et l'intelligence artificielle peut aider les patients qui ont perdu l'usage de la parole. Alors moi ça me donne le smile. Ce décodeur qui fonctionne grâce à l'imagerie cérébrale et l'IA traduit les pensées d'une personne en langage sans qu'elle n'ait besoin de s'exprimer. L'objectif principal est d'aider les patients incapables de parler ou de communiquer leurs pensées via un ordinateur. Cependant, cette technologie soulève des questions éthiques sur la vie privée mentale. Les chercheurs ont précisé que le décodeur fonctionne uniquement après un entraînement du cerveau en passant de longues heures dans un appareil d'IRM. Le système est non invasif et fonctionne au niveau des idées et de la sémantique et du sens. L'expérience a impliqué 3 personnes qui ont écouté des podcasts, d'ailleurs coucou s'ils m'écoutent, je pense que c'est passé, des histoires pendant 16 heures, mine de rien, 16 heures enfermées dans un IRM, merci à ces 3 personnes parce que mine de rien c'est pas simple, hein. Pour ceux qui ont déjà passé un IRM, imaginez-vous passer 16 heures dedans, c'est long. Donc les chercheurs ont analysé comment les mots et les phrases et leur signification stimulaient ces différentes régions du cerveau. Des données ont été donc intégrées à un réseau neuronal artificiel et de traitement de langage utilisé sur GPT-1, le prédécesseur de ChatGPT. Alors vous imaginez, c'est une ancienne technologie déjà qui a été utilisée. Donc imaginez encore plus fou s'ils utilisaient GPT-4 ou encore plus haut dans les technologies. Le décodeur a réussi à reconstituer le sens de ce que la personne entendait, même si les mots étaient paraphrasés ou l'ordre modifié. Le système a également fonctionné lorsque les participants imaginaient leur propre histoire ou regardaient des films muets. Les résultats sont prometteurs, mais soulèvent encore des préoccupations éthiques. Alors ça, je le passe, mais oui, à chaque fois, donc il y a toujours une histoire de vie privée. Faudrait peut-être arrêter avec ça, hein. Je pense à un moment. On a compris, oui, la vie privée c'est important, oui, il faut la protéger. Mais je pense que donner la parole à des gens qui ne l'ont plus, c'est encore plus important que la vie privée. Croyez-moi que ces gens-là, ils s'en foutent de savoir si leurs pensées sont privées ou pas. Je pense que ce qui les intéresse de plus, c'est de communiquer avec leurs proches et avec les gens qu'ils aiment. Je pense que ça n'a pas de valeur. Et bien sûr qu'on mettra en place, je suppose, il y aura peut-être, imaginons, même moi, je peux imaginer pour vous un bouton. On appuie dessus, ça lit les pensées, on réappuie dessus, ça arrête de lire les pensées. Voilà, boum, la vie privée est protégée. Bien que voilà, il y a encore d'autres solutions, mais enfin c'est fou, je sais pas si vous vous rendez compte les amis, on arrive dans une ère aujourd'hui. C'est ce que je pensais à ça la dernière fois aussi, on parlait des fauteuils roulants, on parlait justement des outils de mobilité qui étaient impressionnantes. Enfin, voilà, c'est fou, enfin moi je suis comme un fou en fait avec les news sur la santé en tout cas, et l'intelligence artificielle c'est toujours un vrai bonheur, parce qu'on est en train de faire des bonds de dizaines d'années en avant grâce à l'intelligence artificielle. Vous imaginez qu'on va peut-être bientôt redonner la vue à des personnes qui ne l'ont plus grâce à l'intelligence artificielle, la parole à des gens qui ne l'ont plus grâce à l'intelligence artificielle, l'ouïe à des gens qui ne l'ont plus grâce à l'intelligence artificielle. Et je sais pas, moi rien que ça me donne le smile parce que je me dis que mes enfants vont vivre dans un monde où ce genre de choses qui sont terribles n'existera peut-être plus. Et je pense que je suis pas le seul à qui ça met en joie. Enfin, c'est pareil, les cancers pour l'instant je reste assez muet, je pense que je ferai une grosse émission là-dessus. Avec des chercheurs avec certains chercheurs d'ailleurs, j'essaye de rentrer en contact avec eux, c'est pas évident. Mais c'est pour ça que je vous invite au passage, hein, rejoignez si vous pouvez, si vous ne l'êtes pas déjà, rejoignez mon réseau LinkedIn. Essayez si vous pouvez noter le podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast, bref. Ça me permet aussi de donner un peu de force à l'émission et attirer l'attention de certaines personnes qui ne vont que dans des émissions justement qui ont un peu de succès. Mine de rien, on commence à avoir du succès parce que vous êtes quasiment plus de 300 chaque semaine à écouter l'émission, donc c'est énorme. Merci encore à tous.
Et dernière actu, un composteur nourri à l'IA pourrait limiter donc les déchets alimentaires. Des chercheurs de l'université de l'État de l'Oregon développent un composteur intelligent basé sur l'intelligence artificielle pour suivre les déchets alimentaires des foyers américains et sensibiliser les consommateurs au gaspillage alimentaire. Le composteur utilisera donc la reconnaissance vocale automatique pour retranscrire et mesurer le poids des déchets jetés par l'utilisateur, tout en collectant des images 3D des déchets grâce à des capteurs à l'intérieur. Donc le projet soutenu par plusieurs fondations vise à encourager les consommateurs à modifier les comportements en matière de gaspillage alimentaire grâce à des interventions personnalisées et basées sur les données. Une étude pilote est prévue pour le printemps 2024 avant la commercialisation à l'échelle nationale. Alors je pense que ça va pas être donné comme composteur, parce que mon composteur déjà en plastique tout simple, il n'était pas donné. Alors j'imagine pas un composteur bardé de caméras 3D, etc. Je pense qu'on est sur un autre niveau. Mais on est sur un autre niveau aujourd'hui, peut-être que d'ici, je sais pas, peut-être 10 ans, ce sera peut-être un truc que vous pourrez acheter pour 150 €, et voilà, ça nous permettra de bien gérer nos déchets, et je pense que ça fait partie aussi des enjeux majeurs qui sont à venir dans les années. Donc voilà, la partie actu est terminée. On passe au rendez-vous des utilisateurs. Vous êtes les bienvenus, vous êtes quand même, je sais pas combien vous êtes là actuellement en direct. Salut Thierry, tu vas devoir me démute ton micro, c'est bon. Salut Thierry, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Enfin, merci aussi pour ton émission, c'est top. Moi, je voudrais juste rebondir sur un tout petit point de ton actualité où tu as parlé de la traduction automatique. Alors, j'ai pu noter l'IA dont on parlait, et je voudrais partager une petite information sur le sujet. En fait, Microsoft avait fait des démonstrations déjà il y a quelques années de ça sur Skype, à l'époque où Skype était encore à peu près. C'est vrai ça. J'ai carrément oublié, mais c'est vrai. C'était moins efficace, je pense quand même. C'était peut-être moins efficace, je pense, non? Ah ouais, alors c'était au moins il y a 3-4 ans déjà, donc forcément. Forcément, mais enfin en tout cas, ça veut dire qu'il y avait déjà des tentatives en fait d'aller dans cette direction de la part de Microsoft avec ses IA. Et puis j'ai également été témoin ces derniers temps de plusieurs démonstrations de copilote. Copilot qui est donc l'intégration pour schématiser, de GPT-4 dans la suite Office de Microsoft. Comme tu le sais, vous savez tous, Microsoft est partie prenante dans OpenAI et dans ChatGPT et GPT-4, et ils vont intégrer en fait ça dans Office. Et donc de ce que j'ai vu moi de l'intégration de Copilot, donc par exemple dans Teams, eh bien, Teams va pouvoir, lorsque tu charges un PowerPoint, te faire une traduction automatique de ton PowerPoint. C'est-à-dire que, par exemple, tu partages un PowerPoint et puis s'il y a des participants italiens, des participants espagnols, des participants coréens, eh bien, en fait, Teams traduit automatiquement le contenu du slide. Et affiche le slide en coréen, en italien, en espagnol pour qui souhaite. Donc ça, moi, je l'ai vu en direct, je l'ai même testé en direct. Franchement, c'est bluffant. Et sachant que Microsoft s'était déjà plongé dans la traduction vocale en direct il y a déjà plusieurs années, même si j'ai pas eu de démo sur le sujet, mais je vois pas pourquoi il ferait l'impasse maintenant. Donc il y a fort à parier que Copilot intégrera ça dans Teams dès les très prochains mois, puisqu'on parle de Copilot à partir de bêta test cet été. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Je pense que de toute façon, je vois pas pourquoi, alors qu'eux possèdent une énorme partie d'OpenAI, s'amuseraient pas justement à mettre la traduction automatique de leur côté. Ça serait un peu bizarre, mais c'est vrai que le PowerPoint traduit automatiquement, je l'avais vu. Et alors ça m'avait pas marqué parce que c'est vrai que moi je l'utilise très peu en réunion parce que j'ai pas ces besoins-là vu que je fais de la formation avec principalement que des Français. Mais effectivement c'est fou quand même. C'est fou aujourd'hui même là, tu vois. Alors je prends un exemple tout bête, mais moi j'ai une maison que je loue sur Airbnb. J'utilise même plus la traduction automatique de chez Airbnb, j'utilise ChatGPT en fait parce que c'est 100 fois meilleur en termes de traduction, parce qu'eux utilisent en fait je suppose Google Trad, etc., les outils Google. Mais ChatGPT est 1000 fois meilleur, et c'est fou comme tout a un sens maintenant dans les traductions que je reçois et les traductions que moi j'envoie. Ça a vraiment un réel sens, et ça, je sais pas, c'est une nouvelle ère et je trouve ça très agréable de peut-être bientôt de plus avoir cette barrière de langue. Enfin moi je trouve ça fou en fait. Peut-être qu'un jour on pourra parler avec n'importe qui
en réel, en temps réel, sans avoir une barrière de langue quelconque, quoi. Enfin, je sais pas, moi, ça m'excite réellement, en tout cas, ce genre de projet, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, il y a déjà pas mal de tentatives, hein, avec des petites applications, Ouais. des petits boîtiers, etc. Enfin bon, mais c'est vrai que le traducteur universel, Ouais. il est peut-être plus tout à fait de la science-fiction, quoi. Non, le traducteur universel et instantané. Parce que alors, les Ouais. petits outils que tu parles, effectivement, j'ai déjà essayé ça par contre. C'est long. Enfin, c'est-à-dire que tu dois d'abord parler et faire écouter, et en fait la personne après machin, etc. C'est quand même très très long. Moi j'imagine bien, tu sais, limite comme les Google Glass, avec une traduction instantanée dans tes oreillettes justement de la personne qui est en face qui te parle, dans ta langue en fait maternelle, et avec son propre timbre de voix et son propre, sa propre intonation, etc. C'est ça qui est magique en fait. C'est-à-dire que on perdra pas non plus notre personnalité vocale, et ça c'est fou. Bah, là, toutes les briques, j'ai envie de te dire, elles existent. La brique tonalité, elle existe. Ouais. La brique traduction, elle existe. La brique, C'est vrai. enfin, tout est presque prêt. Après, il faut que les briques soient suffisamment avancées technologiquement pour qu'on puisse les assembler. Et une fois qu'on aura assemblé les morceaux du puzzle, c'est parti, quoi. Après il faut un bon maçon, c'est ça. Et après, il faut un maçon quand même. faut un bon maçon, mais enfin moi je trouve quand même, enfin c'est fou, tu vois. Là on parle de ça, mais comme là tout à l'heure on parlait de la médecine et tout, enfin vraiment on vit vraiment une époque formidable, et c'est pour ça que vraiment je répète, n'ayez pas peur de ça, au contraire. Enfin après voilà, faut quand même mettre certains holà, certaines lois qui vont passer, mais en dehors de tout cet aspect juridique, toutes les technologies qui vont arriver sont folles. C'est-à-dire que j'espère que ça a plus tendance à nous rapprocher qu'à nous éloigner. Enfin, j'ai envie de dire que c'est un peu le cas. Mais justement, si on supprime tout l'administratif, etc., et qu'on ne laisse plus que l'humain au cœur de nos métiers, j'ai plus tendance à me dire que l'IA, qui est ultra technologique, va permettre à l'humain de justement se rapprocher de l'humain et faire passer justement la technologie en second plan. Et je trouve que ça, c'est un peu ma façon de voir. Je sais pas toi, Thierry, mais Ouais, non mais je suis d'accord, et d'autant que c'est ce qui va différencier l'humain de l'IA, c'est le côté justement relationnel, c'est le côté humain, c'est le côté émotif, c'est le côté affectif, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir se concentrer, puisque toutes les tâches admin ou automatiques, automatisées seront dévolues aux IA non, mais ou aux robots. Ouais. clairement, ouais, c'est moi, enfin, ça me passionne en tout cas. Enfin, Et je me souviens, tiens, il y a quelques années, j'étais allé au CES à Las Vegas avant la pandémie. voilà. La chance. Et j'ai à la conférence IBM, ils avaient fait déjà, c'était 2019, je crois que j'y étais allé. Donc toi, c'était pas non plus l'année dernière. Et IBM avait parlé de Watson, donc son IA généraliste, pour le coup. Ouais. Et ils avaient fait des essais sur une personne en fait qu'ils avaient suivie sur le plan médical. Et en fait, Watson avait détecté un infarctus sur cette personne qui était suivie, donc monitorée par Watson, avant qu'il survienne. C'est-à-dire que l'IA avait dit attention, là, sur cette personne, on a un risque d'infarctus, et donc du coup ils ont fait des approfondis, des examens approfondis, etc. Et puis finalement, effectivement détecter qu'il était sur le point de faire un arrêt cardiaque, enfin tout au moins un malaise cardiaque, et ont pu le traiter avant que le malaise survienne, quoi. Donc là, imagine comment ça s'appelle, tu sais, le film de Spielberg, là, Minority Report, où t'as les mecs qui viennent toquer à ta porte. Bonjour monsieur, asseyez-vous, vous allez commettre ça va bien se passer. Vous allez faire un arrêt cardiaque, mais on est déjà là, vous inquiétez pas. Allez, on va vous soigner, pas de problème. Ah, c'est un peu ça, mais version médicale, mais parce que là, c'est ça, oui, Minority Report en version médicale. Mais tu sais qu'on en rigole, mais je crois qu'aux États-Unis, il y a une ville, c'est même pas, je crois, c'est j'en suis sûr, qu'il y a une ville qui a commencé déjà à faire de la prédiction de criminalité. Justement grâce à l'intelligence artificielle, ou à cause de l'intelligence artificielle pour le coup, sachant que pour moi je trouve que c'est pas encore assez au point pour faire ce genre de choses, mais il y a certaines villes qui ont commencé à définir certains quartiers, certains lieux, certaines rues, voire certaines maisons où le risque potentiel de criminalité était de extrêmement élevé, enfin quasiment préoccupant, jusqu'à très faible, et je trouve ça déjà complètement fou. Et du coup je pense que la science-fiction a plus tendance en ce moment à se rapprocher de la réalité quand même que l'inverse. Et en termes médicaux, justement, j'ai vu ça aussi. Justement, ce midi, je mangeais, je regardais les infos. Je regarde les infos parce que ça me permet de voir aussi les bêtises qu'on peut raconter sur l'IA.
Mais pour le coup, là, voilà, il parlait de justement l'IA qui pourrait peut-être définir justement aider le médecin plus tard. Et moi, je pense réellement, j'en suis convaincu que le diagnostic ne sera plus un travail du médecin plus tard. Enfin, vraiment, demain, ce sera une machine qui va diagnostiquer les patients. Et le médecin ne sera plus que l'intermédiaire, entre guillemets, c'est lui qui va juste coordonner, qui va orchestrer tout ça. Dans le sens où on aura besoin toujours d'un médecin, parce que moi, je suis pas prêt encore à donner mon corps à un robot. Malgré que voilà, ils sont extrêmement puissants et extrêmement fiables, voilà, je pense que le diagnostic c'est très bien que ce soit une machine qui le fait parce qu'elle sera forcément plus puissante et plus forte qu'un médecin. Je vous rappelle qu'un médecin c'est 10 ans d'études. Aujourd'hui une IA c'est l'intégralité des connaissances de l'humanité disponibles sur internet. Donc autant vous dire que le poids voilà, est énorme, la différence est énorme. Donc on fera confiance je pense à l'IA pour les diagnostics, enfin moi en tout cas je ferai confiance pour l'IA pour le diagnostic. Et pour organiser tout le reste, par contre, le parcours médical, forcément, ce sera le médecin et peut-être plus le chirurgien, parce qu'il sera peut-être remplacé aussi par un robot. Mais en tout cas, le médecin sera toujours là. Voilà, je suis tombé sur une news aussi, exactement dans le domaine que tu décris il y a quelques jours. J'arrive pas à la retrouver là comme ça vite fait, mais où un gars en fait avait été diagnostiqué d'un cancer et le cancer n'était pas était d'origine inconnue, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas réussi à diagnostiquer quel est l'organe d'origine du cancer, et ça commençait à se généraliser. Et en fait, du coup, j'ai appris en lisant cet article que effectivement, quand l'organe d'origine n'est pas connu, ils font des chimiothérapies qui sont un peu large bande, un peu comme des antibiotiques, tu vois, pareil, et que ces chimios large bande en fait fonctionnent globalement très mal, et que les espérances de vie des sont très faibles. Des personnes, des traitements de ce genre-là sont en principe de quelques mois, et que ça réussit rarement. Et donc le gars avec ce cancer-là, ils finissent par tenter un coup en fait en prélevant en faisant une cartographie ARN en fait du cancer du gars, pour donner ça à une IA pour qu'elle essaye de trouver en fait quelle est l'organe d'origine. Ouais, tout à fait. Alors, et je crois qu'il y a une semaine d'analyse en fait pour extraire toutes les informations de la cartographie qui va bien, etc. Et puis il donne ça à une IA qui rend son diagnostic en quelques secondes, en disant 95% rein. Oui, les cancers du rein, je l'ai vu. C'est fou. Tu l'avais déjà vu, non? Ouais, c'est fou. C'est un cancer, c'est là, ça, il y a des métastases au cerveau, et oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et en plus, ils expliquent que non seulement ça, mais en fait, le rein est un organe qui, de toute façon, n'est pas réceptif aux chimios, et que donc, il a fallu envoyer un traitement différent, et que le mec a été sauvé, quoi. C'était en 2020, je crois, un truc comme ça. Et aujourd'hui, le mec est toujours vivant, alors que s'il avait été traité à la traditionnelle, en fait, il serait mort. Il serait mort. Sachant qu'effectivement, il avait des cellules cancéreuses au niveau du cerveau, et qu'ils ont tenté le coup, en fait. Et effectivement, du coup, l'IA a analysé sur je sais plus combien de centaines de milliers d'ARN différents. Et comme tu le dis, aussi vite qu'une réponse de ChatGPT en soi. Hein. Il a analysé tout, il a dit ok, 95%, c'est effectivement le rein. Là, les chercheurs ont dû être un peu sur le cul. Ils ont fait tous les tests nécessaires, c'était effectivement le rein, ils l'ont traité, il en est guéri. Et c'est là où tu te dis, mais moi j'ai un smile jusqu'aux oreilles quand j'entends ça. Je me dis, mais t'imagines, on va peut-être vivre dans un monde où le cancer ne sera plus, sera limite aussi important qu'un rhume, tu vois. Disons que il sera traité de manière beaucoup plus ciblée, efficace, beaucoup plus sûre, etc. Parce que là, ils sont en train justement de faire encore mieux. Ils sont en train là de créer des technologies qui permettent de détecter les cancers avant qu'ils ne se déclarent. Et du coup, ce sera même plus une question de traitement, c'est-à-dire que les traitements sont extrêmement faibles du coup pour se protéger ou se munir justement de ces maladies-là. Et ça, c'est c'est fou, vraiment c'est fou. Même moi, des fois, quand je lis des news, je suis comme ça sur mon fauteuil en train de lire, je dis mais putain, c'est vrai que c'est beau quand même, c'est beau et c'est fou. Donc, je l'avais vu et merci de le faire remonter cette news parce que c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais pourtant c'était une news qui m'avait donné smile vraiment à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu as d'autres questions, Thierry? Est-ce que tu as des choses à nous faire partager? Non, c'est bon, merci. Donc, merci à toi, c'était très cool de discuter. Oui, à la semaine prochaine, dans tous les cas, on se retrouve nous, tous les cas, mardi. Alors, nous on se retrouve quoi qu'il arrive mardi prochain à 14h.
pour la formation master et le site internet. Alors moi c'est un peu plus long, c'est vrai que Thierry même lui en avait parlé aussi. Le site sortira en même temps que la formation parce que voilà, je pense que ça fait c'est un ensemble et c'est un site qui vous aidera aussi à utiliser l'intelligence artificielle. Et ben merci à tous. En tout cas, vous avez été encore nombreux à écouter cette semaine. Je suis vraiment content de vous avoir vu. Sachez que nous on se retrouve la semaine prochaine à mardi sur 14h pour LinkedIn en tout cas. Et pour le reste des auditeurs, ceux qui nous écoutent sur Spotify, Apple Podcasts et autres, encore merci, vous êtes très très nombreux, ça me fait plaisir, je pensais pas que vous alliez être autant, donc vraiment c'est un régal et un plaisir. Bonne semaine à tous, bon courage, et encore merci Thierry pour ta prise de parole, et puis à bientôt tout le monde. Et bien sûr, restez curieux.